I'm gonna send him to outer space. Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Alors, nous sommes le samedi 23 avril. Dans quelques jours, une conférence se tiendra à l'Université de Genève. C'est le motif de cet échange en compagnie de l'orateur, le professeur Pascal Gigax. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes psycholinguiste, vous allez nous dire en quoi cela consiste, psycholinguiste expérimental et psychologue cognitif à l'Université de Fribourg. Vous vous intéressez à la manière dont on dépasse le texte et ou le discours pour former des représentations mentales. Ces mots sont picorés sur votre site à l'adresse suivante perso.unifr.ch/pascal.gigax. Alors, pour commencer, si vous en convenez, eh bien, j'aurais envie de vous demander de vous présenter, de votre position et quelques jalons de votre parcours qui vous ont mené à la publication dont on va également parler, qui est la suivante, Le cerveau pense-t-il au masculin, cerveau, langage et représentation sexiste, ouvrage qui a été co-rédigé avec Sandrine Zufferet de l'Uni de Berne et Ute Gabriel de l'Uni norvégienne de sciences et technologies. Je rappelle juste encore que la conférence se tiendra donc mercredi 27 avril à Genève, de 18h15 à 19h45. C'est à Unimail, dans la salle 1170, l'entrée libre, sans inscription, je pense. Les gens... Je crois, en fait, c'est pas moi qui ai organisé ça, mais je crois que c'est sans inscription. Ouais, il me semble que c'est sans inscription et que donc les gens peuvent juste accourir comme ça, quoi. Ok, alors voudriez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Pascal Gigax, je co-dirige l'équipe de psycholinguistique et psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg et nous travaillons principalement sur le lien entre langage et pensée. En fait, comment notre langue, sa structure, notre manière de parler va influencer notre manière de percevoir le monde. Et cette conférence, donc, s'intitule Langage inclusif, utile ou futile, et donc c'est là où je vais vous questionner un petit peu plus à fond. J'aurais envie de vous demander tout de suite, qu'est-ce que ça signifie langage inclusif, et est-ce que c'est distinct de ce que l'on appelle le langage épicène ? Alors tout d'abord, le langage ou l'écriture inclusive désigne tous les outils de démasculinisation de la langue. Donc tous les outils qui visent à nous extraire du langage exclusif induit par l'utilisation du masculin comme valeur par défaut. Donc, en fait, il existe plusieurs outils de démasculinisation qui rentrent sous le nom d'écriture inclusive ou de langage inclusif. Et dans ces outils-là, il y a ce qu'on appelle le langage épicène. Alors, le langage épicène, c'est le langage qui va utiliser des termes qui se réfèrent autant aux femmes qu'aux hommes, et j'ai envie de dire à toute autre personne qui s'identifie pas à ces deux catégories. Par exemple, le terme « une personne », c'est un terme épicène. Il est grammaticalisé, il est au féminin, mais il se réfère indifféremment aux femmes et aux hommes, et comme j'ai dit avant, à toute autre personne qui s'identifie pas à ces catégories. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage épicène. En Suisse, on a un petit peu on confond parfois un petit peu la terminologie ici. On parle de langage épicène lorsqu'on veut se référer à l'outil plus global qui est le langage inclusif. D'accord. Dans votre parcours académique, ou même simplement d'humain, à quel moment est-ce que cela est apparu comme une évidence, que le langage n'était pas neutre et qu'il était effectivement genré ? Bon, moi j'ai fait mes études en Angleterre et comme j'étais en fait l'anglais était ma langue 2, j'ai toujours été surpris et vraiment interrogé par ce lien entre langage et pensée, de voir à quel point certaines manières de parler avaient tendance à me pousser à me représenter le monde de manière différente que les gens qui parlaient l'anglais comme leur première langue. Et ça m'a toujours intéressé. Alors, dans l'équipe, on s'intéresse à d'autres choses aussi, notre manière de se représenter le futur, par exemple. Vous voyez, en allemand, quand on parle du futur, on utilise le présent. Et puis, en français, on le fait aussi à l'oral. Donc, la question, c'est de dire, si par exemple, je vous dis la semaine prochaine, je vous écoute sur les ondes, ou bien la semaine prochaine, je vous écouterai sur les ondes, on peut se poser des questions par rapport au fait comment on se représente cet événement dans le futur.
Maintenant, le langage et le genre, ça a été pour moi toujours fascinant en fait. Ce qui m'a beaucoup fasciné dès le début, c'était le fait d'utiliser cette forme masculine, mais finalement avec beaucoup de sens, plusieurs sens. Et ça m'a toujours fasciné. Je me suis demandé en tant que psychologue, comment notre cerveau allait gérer une forme, alors une forme masculine, et comment notre cerveau allait gérer ces multiples sens. Donc un des sens, évidemment, c'est le masculin égale homme ou garçon, et puis l'autre sens, qu'on peut aussi décliner sous plusieurs sens, c'est masculin égale générique. Et le masculin générique lui-même a plusieurs sens, parce que puisqu'on peut parler de masculin égale neutre, et là aussi pour des psychologues, la notion de neutre, elle est extrêmement intéressante. D'un point de vue linguistique, neutre, ça veut dire sans sens. Mais pour des psychologues, neutre, c'est fascinant. Vous voyez, si je vous demande de réfléchir à une personne neutre, imaginez-vous une personne neutre. Donc du coup, cette personne, elle sera quoi? Elle sera androgyne, ça veut dire qu'elle aura des traits masculins, des traits féminins. Est-ce que ce sera une personne finalement sans très genré? C'est possible, hein, une personne agenrée. Mais en fait, d'imaginer ça, c'est assez compliqué. Et même l'autre sens du masculin, qui est le sens mixte au pluriel, c'est un sens qui est aussi assez ambigu, parce que mixte, ça peut vouloir dire un homme, 50 femmes, 50 hommes, une femme. Ça peut vouloir dire un homme, une femme et 50 personnes non binaires. En fait, c'est fascinant. Alors voilà comment je suis rentré dans ce sujet. J'ai été fasciné finalement par l'ambiguïté qui était portée par cette forme masculine, et je voulais savoir comment notre cerveau allait gérer ça. Et au départ, j'avais une hypothèse en pensant que les gens allaient bien gérer cette ambiguïté et allaient probablement la résoudre en laissant, par exemple, cette boîte masculine de forme grammaticale, en la laissant ouverte. Ce qui s'est avéré être faux, en fait. En fait, les gens vont plus facilement activer, de manière spontanée et relativement automatique, vont activer masculin égale homme. Et c'est comme ça qu'on est rentré un peu dans ce sujet, dans une perspective plutôt de psychologie. Oui. Pourrait-on dire que le langage, que la langue française, à tout le moins, est masculine et masculiniste? Bon, ce que nous on utilise comme terme, c'est plutôt androcentré, c'est-à-dire qui est centré autour des hommes. Et l'androcentrisme, ce n'est pas seulement présent dans la langue, hein. Si vous regardez comment nos cours d'école sont construites, elles sont clairement construite pour des garçons, hein. C'est sûr. On voit des grands terrains de foot, des grands terrains de basket, et dans une société où le sport n'a pendant très longtemps pas été accessible aux filles, on voit très bien que ces cours d'école ont été construites autour des garçons. Les filles qui veulent évoluer dans une cour d'école doivent évoluer dans la périphérie. On regarde aussi, vous voyez, les habits aussi sont androcentrés. L'habit neutre, par exemple, je sais pas, un t-shirt, un jean, c'est des baskets, ce n'est pas du tout neutre. Il est masculin, en fait, c'est l'habit masculin. Donc en fait, on est dans une société où tout a été construit autour des hommes, pour les hommes, par des hommes. Même notre l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, est clairement androcentrée. Donc elle n'est pas factuelle, elle est androcentrée, c'est-à-dire que on avance beaucoup plus les hommes, et que finalement la réalité devrait nous le montrer. Et on le voit par exemple, dans la littérature aussi. Vous voyez, si vous prenez la littérature au XVI, XVIIe, il y a autant de femmes qui sont publiées que d'hommes. Si vous regardez les chiffres, donc il y a autant de femmes que d'hommes qui sont publiées, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont lues et reconnues, mais l'histoire, en fait, l'histoire a vraiment opéré une invisibilisation qui tourne autour de cette notion d'androcentrisme, qui est évidemment liée au patriarcat, qui est liée à la misogynie, etc. Mais l'androcentrisme, le langage n'y a pas échappé. En fait, le langage, non seulement n'y a pas échappé, mais en plus, il le nourrit. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, effectivement. Alors, dites-moi, est-ce un courant linéaire qui va de moins à plus, ou est-ce que tout au long de l'histoire, nous avons eu des cycles où, à un certain moment, eh bien, effectivement, il y a eu des fêtes, des acmés comme ça, justement de langage androcentré, comme vous dites, ou est-ce que par moment, eh bien, ça a été différent?
Oui, ça a été différent. Alors, il y a eu des vagues, en tout cas pour le langage, hein, mais je veux dire de manière générale pour la société aussi. Hein, les inégalités ont bougé, hein, se sont intensifiées de manière différente. C'est des vagues de misogynie, des vagues de patriarcat. Le 19e siècle étant probablement le pire des siècles pour les femmes, en tout cas, et maintenant on en voit les résultats. Mais pour le langage, la langue française a vécu des vagues de masculinisation, et ça c'est assez intéressant. Une vague qui est relativement importante, c'est celle du XVIIe siècle, où l'Académie française décide simplement de sortir des mots du dictionnaire, finalement. Donc elle gomme dans ses premières versions du dictionnaire des termes comme autrice, comme professeuse, comme philosophesse, comme mairesse. Et ceci, évidemment, pour signaler aux femmes que ces activités sont réservées aux hommes. Vous voyez, le terme de boulangère n'a jamais quitté le dictionnaire de l'Académie française. Donc on voit bien des termes à haut statut qui disparaissent. Alors en même temps, il y a des règles grammaticales qui sont pourtant très intuitives et courantes, comme l'accord de proximité, où on accorde un adjectif, un déterminant, un participe passé à l'élément le plus proche. Eh bien, ces règles, ces accords sont proscrits par certains grammairiens qui veulent donner au genre le plus noble, donc entre guillemets, hein, ici le genre le plus noble, une position dominante, donc le masculin. Donc on voit en fait ces vagues. Et ces vagues, on les voit aussi dans d'autres langues. Hein. En anglais, la même chose arrive à la fin du 19e siècle avec le il générique, le il, le he, qui est utilisé pour remplacer le they singulier. Donc jusqu'au 19e, on dit this person went in the room, they seemed very happy quand on connaît pas son genre. Et en fait, au 19e, le they disparaît pour le il générique, encore une fois pour asseoir une position dominante pour les hommes. Mais on voit maintenant que depuis la fin du XXe siècle, hein, depuis les années 1990, on voit que ce il générique en anglais a complètement disparu et le they singulier est revenu en force maintenant, ce qui est très très intéressant. Oui. Le français, est-ce parmi les langues les plus genrées, ou est-ce que dans d'autres langues, comme vous venez de le dire pour l'anglais, eh bien, on voit également ce type de biais? Non, c'est pas la seule langue genrée. Hein. Il existe quand même peut-être, on pourrait dire à peu près 90 langues qui ont un genre grammatical et qui ont cette force du masculin, en fait, cette valeur dominante du masculin. Donc, il existe beaucoup de langues. On voit des effets comme ceux qu'on trouve en français, on les voit aussi en allemand. On les voit aussi en italien, etc. Donc, suivant finalement la structure grammaticale d'une langue, on peut observer ces effets dans d'autres langues également. Ça, c'est sûr, ça. Et d'ailleurs, on voit que les débats sur l'écriture inclusive, sur le langage inclusif, sont également des débats qui sont présents dans d'autres langues. Évidemment, le il générique en anglais a amené des débats dans les années 1970 et de la recherche hein, aussi sur ce sujet dans les années 1970 en Angleterre et aux États-Unis. Donc, on voit que ces débats sont là dans d'autres langues également. Et à contrario, est-ce qu'il y a des langues qui en sont exemptes, ou en tout cas dont les dessins sont clairement de dépasser cette posture masculiniste ou androcentrée? Androcentré, oui. Alors il y a d'autres langues. Il y a par exemple le finlandais qui aussi n'a pas de marque grammaticale de genre, mais bien sûr qui véhicule aussi des stéréotypes de genre. Donc les stéréotypes de genre à l'heure actuelle sont principalement les stéréotypes masculins sont valorisés, les stéréotypes féminins sont dévalorisés, et donc on voit que malgré le fait qu'il n'y a pas de genre grammatical, ces langues véhiculent encore des notions d'androcentrisme et de patriarcat. Après, vous regardez par exemple en japonais où il n'y a pas de genre grammatical. Par contre, il y a des manières de s'exprimer qui sont réservées aux hommes et qui sont réservées aux femmes. Et souvent ici, par exemple au Japon, on voit que ces manières de s'exprimer sont confondues avec le statut social, où les hommes occupent un statut social plus élevé. Donc on voit qu'il existe des langues où effectivement il n'y a pas de marque grammaticale de genre, mais ces langues vont tout de même véhiculer aussi d'autres éléments qui sont androcentrés, etc. Donc faut toujours faire attention à ce débat. C'est pas parce qu'une langue n'a pas de marque grammaticale de genre que forcément elle devient égalitaire, parce que la société est inégalitaire sur beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres dimensions. Donc le langage est une partie fait partie de ces inégalités, mais il y a d'autres choses
choses aussi, hein. Donc, il faut travailler un petit peu sur tous les tableaux. Donc, le langage est une approche assez concrète finalement aux inégalités, mais d'autres éléments sont aussi indispensables. Alors revenons au français, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, pour la langue française, eh bien, il y a l'Académie qui, a priori, valide en tout cas les mots. Je crois que c'est aussi l'usage hein, qui fait qu'un mot apparaît dans le dictionnaire, mais si j'ai bien compris, ce mot-là doit être d'une certaine manière validé par l'Académie française. Donc on parle des immortels au sein de l'Académie. Et puis il y a, voilà, j'ai envie de dire, de citer l'Alliance française qui d'une certaine manière, on pourrait la voir comme une courroie de transmission. Est-ce que ça veut dire que le français, la langue, le langage en général, est également éminemment politique et qu'il est un outil, un levier du pouvoir ? Alors le français a toujours été un outil politique. Hein. Ça me fait des fois un peu doucement rire de voir que des gens nous disent ah mais les personnes qui sont favorables à l'écriture inclusive sont politiques, dogmatiques, etc. En fait, la langue a toujours été politique et on le voit quand l'Académie française décide de retirer autrice et professeuse de son dictionnaire, c'est bien un acte politique qu'elle fait là. Après, il faut remettre un petit peu les choses en place ici, puisque je sais pas, les gens connaissent assez mal finalement le mandat de l'Académie française. L'Académie française, elle a un mandat, c'est de créer son dictionnaire. Donc elle crée un dictionnaire qui est normalement, qui devrait se baser sur les usages. Alors elle a pas de spécialiste de la langue, hein, donc elle a jamais eu de spécialiste de la langue. Il me semble qu'il y a eu un grammairien, il y a eu un linguiste dans l'histoire de l'Académie, mais c'est pas des spécialistes. Et son dernier dictionnaire, par exemple, je sais pas si vous savez de quand date son dernier dictionnaire. Je vous le demande. De quand date son dernier dictionnaire, vous savez? J'imagine qu'il date peut-être des années, 2000. Alors 1935, c'est son dernier dictionnaire. Vous voyez, donc finalement on peut se dire mais l'Académie sert à quoi en fait? Si on suit, si vous suivez Laëlia Véron, elle a une chronique à France Inter, c'est une linguiste qui travaille sur ces questions-là. Elle vous dit simplement que l'Académie française sert à rien. En fait, l'Académie, elle a elle se donne ce mandat un petit peu, et je sais pas, par exemple, pourriez-vous dire, allez, dans 100 ans, on regarde ce que l'Académie a mis dans son dictionnaire pour remplacer, par exemple, smartphone. Et vous savez quelle est la proposition de l'Académie pour smartphone? C'est un terminal de poche. Donc, vous voyez, si dans 100 ans, on se dit, l'Académie suivait les usages, alors moi, j'ai jamais entendu un terminal de poche, je l'ai seulement vu dans les propositions de l'Académie. Donc, ce qui est assez drôle, en fait, voilà, tout ça pour dire, faut faire attention, parce que finalement, les dictionnaires, les autres maisons d'édition comme le Robert ou bien le Larousse génèrent un dictionnaire chaque année. Hein, c'est des dictionnaires différents. On voit dans le Robert, il y avait 300 nouveaux mots. Donc il y a 300 nouveaux mots qui vont aussi 300 mots qui vont peut-être disparaître, mais il y a 300 nouveaux mots comme présentiel, par exemple, qu'on connaît bien maintenant. Mais de fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est l'usage qui va déterminer ce que la langue va garder. Donc, c'est pas du tout l'Académie française. L'Académie française, elle va rien faire. En fait, elle sert à rien, en fait. Vraiment. Elle a pas de spécialiste. Elle connaît mal, finalement, l'évolution de la langue. Donc, si vous suivez maintenant, si vous lisez, par exemple, la dernière grande grammaire française qui vient d'être publiée, qui a pris une vingtaine d'années avant d'être publiée, la grande grammaire française, elle va aller regarder les usages. Et vous pouvez aller regarder, par exemple, que l'accord de proximité, donc, dont je parlais avant, qui a disparu au XVIIe, cet accord de proximité est bien vivant dans l'usage. Même vous et moi, on l'utilise. Par exemple, je dis certaines régions et départements. Vous voyez, je dis certaines régions et départements, j'utilise un accord de proximité. Je ne vais pas dire un accord au masculin, certaines régions et départements, ce qui serait un peu bizarre. Ça sonne bizarre. Donc, on voit bien que dans l'usage, il y a finalement des usages qui dépasse ce que l'Académie pourrait nous dire, même si l'Académie française, en fait, ne dit jamais rien sur la grammaire, parce qu'elle pourrait pas, en fait, elle pourrait pas statuer sur la grammaire. Mais de fait, ça, c'est intéressant de le voir comme ça. C'est l'usage qui va déterminer finalement ce qui va rester. Alors, donc, avec tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, selon vous, est-il urgent de dégenrer le langage? Est-il urgent de féminiser la langue française? Et comment s'y prendre? Et comment remporter l'adhésion du plus grand nombre? Juste une chose par rapport au terme que vous avez utilisé, la féminisation. En fait, c'est pas la féminisation, c'est la reféminisation. Ça, c'est important déjà de
de le spécifier. Après, est-ce que vous me posez la question, est-ce que c'est nécessaire? En fait, c'est une question finalement de société. Moi, je suis scientifique, donc j'ai une approche où je vais observer ce qui se passe par rapport à l'utilisation du masculin. Ensuite, ce que je peux vous dire, je peux pas vous dire allez-y, il faut le faire ou il faut pas le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que si la société androcentrée dans laquelle vous vivez vous plaît, et si ce monde patriarcal finalement vous y trouvez votre compte parce que vous trouvez que c'est une société qui est tout à fait viable d'avoir des hommes qui dominent et les autres qui sont derrière, continuez d'utiliser le masculin, en fait, ne changez rien. Par contre, si finalement vous avez l'impression que cet androcentrisme mérite qu'on le fasse évoluer vers quelque chose de plus égalitaire, alors là, il y a des changements. Et dans les changements, ce qui est très très important de comprendre, c'est que le changement principal, c'est la démasculinisation. Ça, c'est le changement principal. Comment on y arrive? Ça, c'est une autre question. Et là, on peut évidemment discuter des différents outils qui sont à disposition. Alors, comment essayer de le faire comprendre? Alors, j'ai envie de dire, achetez notre livre déjà. Mais de fait, ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens à cette notion d'androcentrisme et la notion du langage qui va nourrir cet androcentrisme. Par exemple, quand vous nommez deux personnes, on a tendance à nommer les hommes en premier ou l'homme en premier. Ouais. Comme Adam et Ève, par exemple. Ouais. Mais de fait, ça, c'est des pratiques qui amènent à finalement à nourrir cet androcentrisme. Et du coup, on peut se poser la question, et moi, c'est une question que je pose, évidemment, c'est est-ce qu'on aimerait sortir de cet androcentrisme? Si on le veut, alors je pense qu'il faut changer certaines pratiques langagières, ce qui n'est pas forcément un problème, puisque le français a tous les outils nécessaires à disposition pour le faire. Le français l'a toujours eu. Hein. Vous voyez, si vous utilisez un accord de proximité, par exemple, vous parlez des auditrices et des auditeurs intéressés ou des intéressantes auditrices et auditeurs, vous voyez, cet accord de proximité est tout à fait naturel. Donc, le français a les outils à disposition. Maintenant, il n'a pas tous les outils pour exprimer tout, hein. Par exemple, pour les personnes non binaires, pour l'instant, le français a très peu d'outils par rapport à la non-binarité. Et là, on cherche maintenant de la créativité. On essaye aussi d'inventer peut-être des nouvelles manières d'exprimer la non-binarité. Et ça, c'est, pour nous, en tout cas scientifiques, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Alors justement, j'allais vous questionner sur la non-binarité. Ça, c'est peut-être l'étape d'après. L'étape d'après, j'ai envie de dire, il y a une partie des outils de neutralisation, par exemple, qui existent déjà en français et qui vont finalement permettre de ne pas exprimer le genre dans des textes. Donc en fait, de fait, implicitement en tout cas, la neutralisation va permettre d'inclure des personnes non binaires. Maintenant, ce qui est assez compliqué, c'est quand en français, on aimerait exprimer explicitement la non-binarité. Et là, on voit des nouveaux pronoms qui sont apparus, comme Yel. On voit également des pronoms comme Al, A-L, qui sont utilisés par exemple par Alferatz, qui a publié un livre sur ces nouvelles propositions. Après, il y a d'autres propositions. On le voit maintenant, par exemple, dans les formes, les personnes qui utilisent des formes contractées en mettant un X également, qui leur permettent d'exprimer qu'il y a également des personnes non binaires. D'accord. Donc, en fait, on voit un peu de créativité aussi dans certains néologismes. Par exemple, pour dire ingénieur, de manière non binaire, il y a le terme ingénieur, A-I-R-E, qu'on voit apparaître, surtout utilisé par certains groupes de personnes. Mais on voit des propositions que moi je trouve très intéressantes pour également exprimer la non-binarité. Pas seulement dégenrer un texte, mais également exprimer quelque chose de non-binaire. Mais alors, comment est-ce qu'on explique ces réticences? Parce qu'elles sont là, on les entend bien. Souvent, lorsque l'on parle de langage inclusif, même de langage épicène, lorsque l'on évoque le fait de corriger, ou en tout cas de sortir du champ sémantique androcentré, eh bien, il y a de fortes résistances. Alors que, vous l'avez dit vous-même, les outils existent. Donc, c'est pas de loin pas impossible du tout. Qu'un passé occulté existe tout de même, qui était différent. Alors voilà, comment est-ce qu'on explique ces réticences? Alors bon, on a un chapitre qu'on appelle dans notre livre « Pourquoi tant de haine ?» En fait, dans ce chapitre, on essaye de regarder un petit peu ce qui s'est fait dans la littérature scientifique sur ces réticences. On voit qu'il y a des réticences qui sont liées principalement au conservatisme, au sexisme
et aussi à la croyance d'un monde juste, en fait. Des personnes qui trouvent tout à fait normal que notre société va bien et que finalement l'égalité, on y est, et puis qu'il n'y a pas besoin d'opérer d'autres changements dans notre société. Donc on voit que ces trois notions-là tournent un petit peu autour des réticences. On voit également, et là nous on a des nouvelles données là-dessus qui ont été faites par une étudiante qui a fait son mémoire de bachelor là-dessus. On voit qu'il y a aussi une méconnaissance finalement de l'histoire, de l'évolution du français. Donc on voit aussi qu'il y a une méconnaissance de l'histoire et on voit aussi qu'il y a une méconnaissance, par exemple, des outils à disposition pour l'écriture inclusive. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Robert, les éditions nous ont approchés pour écrire un livre, pour essayer un petit peu de calmer les esprits et d'expliquer peut-être de manière un peu vulgarisée, d'expliquer ce qu'on entend aussi par langage inclusif. Et on voit aussi qu'il y a ça, il y a une certaine méconnaissance. On voit par exemple les politiques, quand les politiques nous disent essayent d'interdire l'écriture inclusive, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces personnes veulent surtout interdire les formes contractées des doublets. Donc, vous voyez, quand vous dites les étudiantes et les étudiants, et vous contractez cette forme, oui, vous mettez un point médian ou un trait d'union, quelque chose comme ça. Et on voit que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent un petit peu l'écriture inclusive, donc qui inclut tous les outils de masculinisation, avec cette seule forme qui est finalement un petit peu minoritaire dans l'écriture inclusive, mais qui semble vraiment attirer beaucoup j'ai envie de dire de haine un petit peu. Là aussi, on comprend pas toujours très bien pourquoi, mais qui semble un petit peu la plus problématique. Alors le langage, on l'a dit, c'est également la représentation d'autrui, en tout cas celle que l'on se façonne, que l'on se fabrique. N'y a-t-il pas là également des enjeux tout à fait essentiels? Je pense aux violences de genre, aux violences faites aux femmes, où effectivement peut-être que le fait d'avoir une autre manière de se parler, eh bien, transformerait les rapports qui existent. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est qu'on est ici dans un outil de visibilité. Donc, le langage va rendre certaines personnes visibles dans une société. Ou bien, ou à l'inverse, ce qui a été le cas par rapport à ces vagues de masculinisation, va simplement invisibiliser certaines parties de la population. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez fondamental par rapport au lien entre le langage et nos représentations du monde. Donc en fait, l'utilisation du masculin comme valeur par défaut va fausser notre représentation, va nous faire voir le monde comme un monde qui est principalement occupé par des hommes, alors que c'est pas le cas. Et ça, c'est important de le voir comme ça. Oui, et puis la langue, on y baigne dès son plus jeune âge, ce qui fait qu'on s'enracine dans ces stéréotypes de genre finalement. Oui, bien sûr. Mais nous, on a des données sur des enfants, à l'âge de 2 ans, de 3 ans, et on voit que, par exemple, pour des filles entre 3 et 5 ans, la représentation masculin égale homme, donc cette représentation spécifique, qui est une représentation qui va déformer la réalité, elle arrive plus rapidement chez les filles. Alors pourquoi? Probablement parce que les filles jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans, on leur parle au féminin. Évidemment, on leur dit, dis donc, toi, t'es une fille courageuse. Et là, pour elles, le masculin, c'est l'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas elle. Et là, on voit ce que ça peut opérer finalement comme représentation pour ces filles par rapport aussi au long terme. Mais évidemment, ces représentations vont aussi être les mêmes pour des garçons. Le masculin égale homme arrive un petit peu plus tard chez les garçons, pas longtemps plus tard, mais arrive aussi et va aussi déformer leur représentation. Maintenant, ce qui est peut-être important de dire, c'est que le langage va être une entrée assez concrète par rapport à la visibilité, par rapport aussi au choix des professions, d'autres éléments, mais il ne faut pas croire que le langage va révolutionner toutes les inégalités, ça c'est sûr. On est obligé de travailler sur d'autres choses également. Alors nous on travaille sur les stéréotypes, on travaille sur l'ouverture, sur l'idée de dégenrer finalement nos représentations, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont également important. Donc, on a vu, par exemple, en France, on a vu un titre dans le Figaro il y a quelques années qui disait assez crûment
l'écriture inclusive ne va pas empêcher un connard de battre sa femme. Eh bien, nous, on a répondu en disant, l'égalité salariale non plus. Hein. Donc, en fait, ce qui est important, c'est pas pour cette raison que je vais arrêter de me battre pour l'égalité salariale. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les inégalités qui sont liées au genre, elles sont multiples. Elles se déclinent sous différentes formes et le langage va participer finalement. Donc, le langage, c'est une entrée assez concrète, mais il y a d'autres choses, d'autres éléments également qu'il faut absolument travailler. En tout cas, si on souhaite une société moins androcentrée, une société plus égalitaire. Oui. Selon vous, les lieux charnières, quels sont-ils? Est-ce que c'est la presse, les grands quotidiens dont on voit bien quels sont encore maintenant les biais sémantiques qui ont cours? Est-ce la littérature? Qu'est-ce que c'est? Les livres scolaires, que sais-je? Bon, je peux vous dire un petit peu, nous, sur quels éléments on travaille le plus, mais c'est vrai que là, vous soulevez quelque chose d'intéressant parce que, typiquement, les manuels scolaires sont très, très genrés, très stéréotypés. Pas seulement par rapport à l'utilisation du masculin, hein. Vous voyez dans le Becherel, c'est je, tu, il, nous, vous, il, hein. Oui. Donc, on a vraiment le masculin. Il y a le elle n'apparaît jamais dans le Becherel. Donc, ça, c'est assez intéressant, hein, aussi de voir. Donc, on voit les manuels scolaires qui présentent, finalement, qui déforment la réalité en présentant un monde qui est principalement masculin. Alors les manuels scolaires proposent également un monde qui est très très stéréotypé. Donc c'est le papa qui va travailler, c'est le papa qui va réparer la voiture, c'est la maman qui va faire la cuisine, et ça encore à l'heure actuelle, hein, encore en 2022. Donc ça c'est important de le signaler. Après, je pense que les médias ont quand même un rôle assez important à jouer dans la visibilité finalement des différentes personnes qui constituent notre société. Ça c'est sûr. Et c'est assez intéressant après de voir qu'il y a des demandes de plus en plus fortes de la part de journalistes pour essayer d'utiliser un langage qui est moins genré, qui est plus égalitaire, en tout cas moins androcentré. Donc il y a un peu finalement, j'ai envie de vous dire, il y a un peu tous les éléments de la société, tous les éléments de discours de la société qui peuvent prendre cette question en main. Hein. Après, on va pas réécrire toute la littérature, c'est important ça de le dire aussi. Évidemment, la littérature qu'on a lue jusqu'à maintenant, c'est une littérature qui est androcentrée. C'est un fait. Maintenant, on va pas tout réécrire la littérature. Par contre, on peut se poser la question, à l'heure actuelle, quand on écrit un texte, on écrit même un livre, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le message? Quelle est la représentation qu'on a envie de véhiculer? Donc ça va dépendre des autrices et des auteurs. Hein. C'est une question qui leur est propre. C'est pas une question finalement qu'on va légiférer. C'est vraiment à chaque personne de décider si elle souhaite véhiculer un monde moins androcentré ou pas. Oui. Je pense vous savez, aux méthodes de langue que l'on a pu, parcourir lorsque l'on était jeune avec, toutes ces représentations extrêmement précises qui pouvaient avoir cours. C'est du passé. Et comme vous dites, on accompagne, et une forme de progrès social s'accompagne, bien entendu, de l'évolution de la langue. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je vous remercie déjà beaucoup, Pascal Guiax, d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. J'aurais voulu encore savoir si, tout au long des rencontres qui cheminent votre parcours, et notamment celui des conférences, et puis probablement que vous présentez également le livre que l'on va citer à la fin de l'entretien, est-ce que vous-même avez-vous senti, parmi les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous échangez, une évolution, des changements, quelque chose? Oui, en fait, j'ai senti que les personnes qui écoutaient un petit peu ce qu'on avait à dire et les personnes qui tout à coup s'intéressaient finalement à l'assise scientifique de cette question, j'ai senti qu'il y avait certains questionnements qui naissaient, et ça c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote, une politicienne, il y a 2 ans à peu près, je suis allé présenter devant des politiques. Une politicienne est venue avant ma présentation me dire qu'elle détestait l'écriture inclusive, qu'elle voyait pas pourquoi j'avais été invité, et qu'elle trouvait complètement aberrant de changer la manière de parler. Et j'ai donné ma présentation, elle a duré 30 minutes, et à la fin de la présentation, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Ah, mais là, vous m'embêtez. Là, vous m'embêtez. Maintenant, je suis obligé de changer. » Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Ça veut dire que, quand même, il y a des personnes qui sont à l'écoute de finalement ces 50 ans de recherche sur ce sujet, et qui, peut-être,
peuvent un peu se questionner sans forcément devoir bouleverser ses pratiques, mais questionner sa propre histoire, en fait, sa propre histoire en termes de langage et en termes d'utilisation de la langue. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant et c'est arrivé 2-3 fois. Mais là, c'était l'anecdote la plus forte parce que la personne, quand elle est venue avant la présentation me dire ça, j'ai trouvé ça assez taquin, en fait. La conférence se tiendra donc le mercredi prochain, mercredi 27 avril, de 18h15 à 19h45 à Unimail, salle 1170, l'entrée libre. Et merci encore, Pascal Gigax. Pour en terminer, auriez-vous envie peut-être de répondre? J'avais une question comme ça, vous savez, des fois on termine en essayant d'ouvrir complètement. Alors, voici la question et vous en faites ce que vous voulez. Notre langue change et change le monde qui nous entoure? C'est une question qui est assez complexe. Hein. Je dois vous avouer que c'est une question qui a intéressé les anthropologues du début du XXe siècle et qui intéresse toujours d'ailleurs notre équipe. Mais moi, je pense que oui, la langue façonne notre manière de voir le monde. Et puis, du coup, la langue va, en tout cas, de manière parfois assez subtile, va transformer notre réalité, en fait, va nous faire voir le monde de différentes manières. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficilement discutable. Mmh. Pascal Gigax, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.